Bonjour, quel plaisir de vous retrouver. Depuis le début de l'année, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Rustica Mag, le magazine TV de Rustica. Merci pour votre fidélité et bienvenue dans l'univers Rustica. Au sommaire de cette émission, je vous propose de découvrir dans la séquence animaux l'une des plus grosses gallinacées de la basse-cour, le dindon. Nous prendrons ensuite de la hauteur en milieu urbain pour savoir comment agencer une terrasse. La séquence aménagement est quant à elle consacrée à la réalisation d'un potager au carré, c'est l'une des grandes tendances de ce printemps. Et enfin, nous verrons comment préparer le sol avant les semis et les plantations de légumes. Nous sommes là, et vous l'aurez reconnu, dans la séquence jardinage. Mais voyons tout de suite la une du Rustica de cette semaine. Elle fait la part belle à nos compagnons à plumes, ceux de la basse-cour. Dans le dossier de ce numéro, la rédaction de Rustica célèbre le retour du petit élevage domestique et passe en revue un certain nombre de volailles et autres volatiles de la ferme. Vous y découvrirez le portrait, les caractéristiques de diverses poules, des poules pondeuses aux poules miniatures, mais aussi des canards, des oies, des pigeons, des pintades et des dindons. Alors si ces derniers ont pratiquement disparu du poulailler familial, il n'en reste pas moins que ces gallinacées sont attachantes et surtout étonnantes par leur dimension, leur silhouette et leur plumage. Le portrait du dindon est dressé par Hervé de Mézrac, éleveur à la ferme pédagogique de Canon dans le Calvados. Coq ou poule d'Inde, c'est le nom donné au dindon découvert par les colons espagnols en Amérique. Cette volaille, vite implantée en Europe au XVIe siècle, a presque disparu des basses-cours. Hervé de Mézrac a sélectionné quelques races pour sa ferme pédagogique bio en Normandie. Là, c'est un dindon d'Amérique. Donc forcément, ça vit en liberté aux États-Unis. Ça vole pas très haut et pas très loin, mais ça fait des vols, ça peut faire des vols de 200 mètres. Donc le dindon, vous avez vu, ça a la tête qui change de couleur tout le temps. Donc ça peut devenir violet, ça peut devenir rouge. Il y a son espèce de barbidule là, qui pendouille au-dessus du bec et qui peut remonter. C'est pour impressionner un peu l'ennemi. Donc c'est à la fois très laid et très beau parce que c'est quand même une tête, c'est on dirait un vrai masque de carnaval. C'est un animal incroyable et plus personne ne les connaît parce que les dindons, on ne les voit plus jamais maintenant dans les fermes. Ça a disparu parce que ça met beaucoup de temps à grossir. Et pour la chair, maintenant, c'est élevé en batterie uniquement pour les repas de Noël. Ça s'appelle un bronzé d'Amérique. Les reflets sont bronzés là-dessus. L'âge du dindon est un peu calculé par rapport à sa grosse touffe de poils, parce que c'est quand même une sorte de touffe de poils sur le plastron là devant. C'est un dindon qui a à peu près 10 ans, donc celui-là, il est assez vieux. Et on arrive à le maintenir en vie en le nourrissant bien. Ça peut peser à peu près au moins 20 kg. Et il y a des variétés différentes. Donc il y a des dindes rouges des Ardennes qui sont un petit peu plus légères. Et puis il y a les dindes industrielles qu'on mange plutôt la viande, c'est les dindes blanches et les dindons blancs. En fait on mange de la dinde mais il y a aussi du dindon, on ne fait pas la différence entre les mâles et les femelles. Donc les deux sont mangés. Donc ça mange plutôt du maïs, du blé, des céréales. C'est la base de son alimentation. Après ça mange de l'herbe, hein, ça mange beaucoup d'herbe. Ça mange des petites feuilles, ça va manger des vers de terre s'il y en a qui passent. Pour la nuit, ils aiment bien avoir un petit abri. Comme le paon, le dindon peut faire la roue, paradant devant la femelle ou d'autres animaux. En milieu urbain, les terrasses perchées au sommet des immeubles bénéficient d'une exposition, d'une vue et d'une situation exceptionnelle, car déconnectées de la ville. Leur dimension, parfois assez importante, et les équipements comme les contenants ou le mobilier permettent de réaliser des lieux de vie qui n'ont rien à envier au traditionnel jardin implanté sur la terre ferme. C'est le cas de la terrasse que nous allons découvrir, un lieu réunissant des espaces à vivre entrecoupés de plantations exubérantes. Posséder une terrasse au dernier étage d'un immeuble est une véritable chance, mais encore faut-il savoir l'agencer. Pour cela, on distingue deux types d'espaces. Les espaces à vivre, destinés aux usagers de la terrasse, et les espaces plantés, consacrés à la culture des végétaux. Parmi les espaces à vivre, le salon est probablement l'un des plus importants. C'est le lieu pour lequel vous allez aménager, décorer, agencer votre terrasse. C'est le lieu dans lequel vous allez vivre dehors. Alors comme ici, prévoyez de l'adosser contre de la végétation qui va vous isoler du reste de la ville, des bruits et des regards indiscrets. Pensez également au niveau de la surface à consacrer 2 mètres carrés par convive, c'est-à-dire 2 mètres carrés pour les bancs, les fauteuils, les chaises, de telle sorte que vous puissiez circuler aisément, mais aussi que vos convives se sentent parfaitement à l'aise.
Autre espace, et non des moindres, le coin repas. C'est l'endroit où vous allez déjeuner et dîner en famille et entre amis. Pour cela, prévoyez une table suffisamment grande et adossez le lieu contre un mur qui vous protégera des vents dominants. Pour vous abriter du soleil, pensez au parasol, mais optez aussi pour la pergola en bois sur laquelle vous allez dérouler des canisses. Mais vous pourrez aussi palisser les lianes de plantes grimpantes comme cette vigne qui va diffuser une ombre légère. Côté astuce, il est très fréquent sur une terrasse de rencontrer des gaines techniques qu'il va falloir dissimuler. Ce fut le cas ici avec la réalisation de ce coffre en bois qui permet à la fois de ranger du matériel, mais également d'offrir une assise que l'on va agrémenter de quelques coussins confortables. Et même le plus petit des espaces sur une terrasse a son importance. Tiens, tenez, cette alcôve de verdure aurait pu accueillir un fauteuil. Eh bien, on y a installé un guéridon sur lequel sont posées quelques plantes de collection. Ah, j'oubliais, c'est pas parce que nous sommes sur une terrasse que vous n'allez pas jardiner. Alors, comme dans un jardin, il va falloir ranger les outils, le terreau, les engrais, les pots. Et pour cela, je vous conseille d'installer une petite cabane dans laquelle vous allez remiser tous vos équipements et matériels de jardinage. Pour les espaces plantés, deux solutions s'offrent à vous. La première consiste à végétaliser la périphérie de la terrasse. Cela vous permettra de vous isoler des vis-à-vis et surtout de créer un véritable cocon de verdure. Pour la seconde possibilité, vous allez réunir les végétaux en îlots. Vous allez ainsi créer des massifs d'arbustes qui vous permettront de fractionner l'espace. Mais comme dans un jardin, ne vous isolez pas et préservez quelques belles perspectives, des échappées notamment, puisque l'attrait d'une terrasse, c'est aussi sa vue. Avant de semer et de planter les premiers légumes, il va falloir agencer le potager. Au traditionnel plate-bande rectangulaire, certains préfèrent les carrés lorsque ces derniers sont surélevés et bordés de planches en bois. C'est encore mieux et surtout, c'est dans l'air du temps. Alors pourquoi tant de succès pour le potager au carré? En premier lieu, ce procédé permet de bien délimiter les parcelles. Ensuite, le simple fait de réaliser un cadre en bois permet, une fois rempli de terreau, de cultiver des légumes absolument partout, surtout lorsque le terrain est de mauvaise qualité. Et enfin, une simple hauteur de planche de 30 cm surélève la surface de la terre pour en faciliter le travail. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui souffrent du dos. Alors si le principe du potager au carré vous tente, voici sous la forme d'un pas à pas comment le mettre en œuvre. Sur le sol, commencez par délimiter un rectangle de 1,50 m de côté. Procurez-vous des lambourdes de section carrée et coupez-les à 60 cm de longueur. Épointez-les et enfouissez-les solidement dans le sol tous les 50 cm à l'aide d'une massette. Pour chaque lambourde, laissez dépasser 15 cm hors de terre. Cette hauteur correspond à celle des planches en bois d'une longueur de 1,50 m qui, clouées sur les lambourdes, constituent la paroi du carré potager. Décapez le sol tout autour du cadre sur une largeur de 50 cm et une profondeur de 5 cm environ. Versez la terre à l'intérieur même du caisson. Additionnée de compost et enrichie de fumier, elle composera le substrat de culture de vos légumes. Recouvrez la partie creusée d'un feutre géotextile, puis étalez une couche de gravier sur 5 cm. Ce sentier gravillonné vous permettra de circuler à pied sec autour de votre carré, désormais prêt à accueillir les premiers semis et plants de légumes. On reste au potager car c'est à cette époque que l'on commence à ameublir le sol pour effectuer les premiers semis. Alors pour cela, on va utiliser une fourche bêche ou une bêche carrément, de manière à décompacter la terre mais aussi à enfouir la matière organique comme le compost ou le fumier. Et puis ensuite, on va utiliser un râteau ou une griffe pour fractionner les mottes et niveler le terrain. Alors revoyons tout ça dans le détail et en images avec notre expert Hubert Fontaine. Comment bien préparer la terre de son potager pour de futures plantations? Je vais d'abord éliminer le mouron. Alors le mouron a la particularité de pouvoir fleurir et faire ses graines toute l'année. Et j'ai choisi de les retirer juste en surface avec une ratissoire à poussoir. Donc on gratte en surface, on coupe simplement le mouron, ainsi il est décollé de la terre sans pour autant retirer trop de terre. Je le ratisse soigneusement de façon à retirer le maximum de mouron sur ma terre. Donc maintenant je vais retourner ma terre, mais pour bien réaliser un bon bêchage, pour avoir la même quantité de terre
d'un bout à l'autre, je vais déjà enlever une partie de ma jauge, de la terre que je vais mettre dans une brouette, et cette même terre, je la retrouverai à l'autre bout de la jauge lorsque j'aurai terminé mon bêchage. Avec ma fourche à bêcher, je pique la terre, j'en prends sur 10 ou 15 cm et je la retourne, et ainsi de suite. Il est important lorsqu'on bêche d'avoir toujours la même jauge, c'est-à-dire que si vous avez une jauge de 20 à 30 cm, il faut la conserver jusqu'au bout. On vérifie toujours bien le niveau de sa terre, elle doit être toujours bien unie. Et bien voilà, maintenant mon bêchage est terminé. Je comble la dernière jauge, ce qui correspond à la terre que j'avais retirée au départ. Et je termine mon bêchage en égalisant avec ma fourche à bêcher. La terre est maintenant retournée, elle est légèrement trop humide pour engager des semis et des plantations. Une journée de soleil suffit pour pouvoir passer un petit coup de râteau et enfin pouvoir semer et planter. Un bon jardinier doit avoir de bons outils et surtout, il doit bien savoir s'en servir. C'est la raison pour laquelle vous trouverez dans le Rustica de la semaine prochaine un dossier sur les outils au potager. Quel est l'outillage indispensable pour réussir la culture de vos légumes? Comment distinguer un outil pratique d'un outil un peu plus fantaisiste et donc un peu moins efficace? Comment les utiliser en fonction des tâches ménagères et des travaux que vous avez à effectuer? Toutes les réponses sont bien entendu dans ce numéro. Du travail du sol à l'entretien des cultures, en passant par la protection des légumes et l'arrosage, ce dossier réunit des pas à pas, des conseils d'experts et des avis de pros. Ce printemps, bien équipé, vous serez donc paré pour bien jardiner. Mais en attendant, faites donc un tour au jardin pour poursuivre les travaux potagers en vous assurant bien entendu que la neige et le givre est fondu. Et n'oubliez pas de nous retrouver pour le prochain numéro de Rustica Mag. Retrouvez tous nos conseils sur le site www.rustica.fr.